Donc, bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin pour cette session Open Source Culture. Donc, on a 1 heure et quart devant nous pour vous présenter un petit peu nos retours d'expérience et répondre aussi ensuite à vos questions autour de qu'est-ce que ça veut dire cette thématique de la culture de l'open source et comment et pourquoi on voit l'open source de plus en plus pénétrer partout dans les différentes couches des systèmes d'information et aussi des architectures IoT, intelligence artificielle, etc. Donc, je suis Gaël Blondel, je suis vice-président de la fondation Eclipse, qui est une des grandes fondations open source mondiales et qui a la bonne caractéristique d'avoir récemment déménagé son siège en Europe à Bruxelles. On y reviendra un petit peu. Et j'ai avec moi aujourd'hui, donc à ma gauche, Gaël Musquet, qui est, que je dirais, le hacker free et open source software charismatique et CEO de Alternative Radio, et aussi chevalier de l'Ordre du Mérite. Et je pense que vous n'êtes pas nombreux. Je pense qu'il y a toi et Jean-Baptiste Kempf qui avaient eu cette reconnaissance, mais ça me semble intéressant parce que ça prouve aussi que au niveau de l'État, il y a des gens qui se sont dit à un moment donné, quand même, c'est intéressant ce qu'ils font, quoi. Donc tu nous raconteras un peu tout ça. Ensuite, Simon Clavier, qui s'occupe de la stratégie open source de la SNCF et qui est aussi vice-président du TOSIT. Et enfin, Chris Woodrow, qui est responsable des activités open source de la MAIF. Et on va voir un petit peu, donc on a deux grandes entreprises. On va voir un petit peu, je pense que ce qui est intéressant, c'est que vous n'êtes pas nécessairement au même niveau dans votre appropriation de l'open source et aussi dans votre contribution de l'open source. Donc c'est ce qu'on va pouvoir voir ce matin. Donc ce que je vous propose, c'est de démarrer par une petite intro de 2-3 minutes chacun sur un petit peu quelle est votre implication dans l'open source et comment, à titre personnel, vous en êtes arrivé là. Et après, on viendra après sur pourquoi votre organisation fait de l'open source, etc. Donc, Gaël, je te laisse démarrer. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors moi, mon parcours au niveau de l'open source, il date un peu de l'enfance, de l'adolescence même. Je suis tombé dedans un peu par hasard sur OpenSUSE, qui est la première distribution Linux que j'ai eu l'occasion de toucher. Et en fait, en commençant à utiliser Linux, je me suis rendu compte à quel point cette communauté de libristes était importante. Aujourd'hui, ça prend une place hyper importante pour moi parce que de par mon travail de hacker aujourd'hui, je dois travailler sur de la sécurité, sur de la supervision aérienne pour l'armée de l'air, pour des plateformes aéroportuaires. Et j'ai eu la chance d'avoir très tôt, donc dès 2016, une prise de conscience des forces armées qu'un certain nombre de logiciels, de matériel qu'on utilisait pouvaient être pertinents pour la défense du territoire. Donc, ce sont des Raspberry Pi, ce sont des clés RTL-SDR, des clés radio logicielles. Et ça continue puisqu'on me demande régulièrement d'intervenir sur des fours connectés, des maisons connectées, des voitures connectées. C'est pourquoi aussi on me connaît par ailleurs. L'anecdote, c'est qu'en arrivant ici, tout le monde me demandait où était la voiture. Et mon travail aujourd'hui sur ces communautés-là, c'est vraiment de voir comment ces logiciels libres, ces matériels libres peuvent concourir à la sécurité globale, générale en fait, des pays, des infrastructures. Okay, merci. Simon. Alors, moi j'ai été développeur, mais je suis plus développeur, mais j'ai un grand respect pour les développeurs parce que moi j'ai eu beaucoup de plaisir à développer et c'est vrai que ça me manque un peu maintenant, mais bon. Moi, historiquement, je suis même pas issu du monde informatique. Moi, je suis un génie électrique, voilà. Et chemin faisant, je suis arrivé sur l'informatique et à la SNCF. Et le poste a été créé en 2013, où il y avait un poste un peu carte blanche. Bon, il faudrait quand même développer l'open source à la SNCF. Point. Ok. Et là, je me dis, mais c'est quand même vaste. Alors moi, j'avais été un peu acculturé à ça parce que j'avais bossé avant dans une mairie, la mairie de Villeurbanne. J'avais découvert l'Adulact.
Et j'avais trouvé ça quand même dingue, effectivement, de se dire, tiens, mais enfin, le fameux Open Cimetière, vous voyez. Je pense qu'il faut que tu dises un petit peu ce que c'est Open Cimetière. Alors, non, mais c'était déjà une prise de conscience. C'est-à-dire que Open Cimetière, donc je bossais dans une mairie, donc on avait des logiciels pour faire tout un tas de trucs dans les mairies, et toutes les mairies ont un cimetière à gérer. Et beaucoup de mairies, en fait, achetaient un logiciel pour gérer le cimetière. Et il y a un moment, on s'est dit, mais pourquoi il n'y a pas un truc qui est fait une bonne fois pour toutes, pour tout le monde, et puis tout le monde aura le même logiciel de gestion de cimetière. Et je crois que c'est là du Lact, du coup, qui s'était battu, d'ailleurs, à l'époque, contre l'administration, pour qu'il y ait une association puisse proposer également du logiciel en forme de crowdfunding, en fait. Hein. Donc ça, c'était dans les années, je pense, 2005 ou un truc comme ça, même avant ça, même 2000. Voilà, et donc cette idée de se dire, mais effectivement, j'ai un besoin, on a le même besoin, on pourra avoir tous le même logiciel, ça a commencé à germer là. Mais par contre, ça s'est concrétisé bien plus tard à la SNCF, quand ce poste d'open source a été mis à la bourse de l'emploi, entre guillemets. J'ai dit, mais ça, ouais, ça m'intéresse parce qu'il y a vraiment des trucs à faire. Et donc depuis 2013, on a cheminé, et comme je me suis rendu compte très vite que j'avancerais pas tout seul parce que le sujet était trop compliqué, je me suis toujours tout de suite posé la question, mais qu'est-ce qui existe en inter-entreprise pour partager sur ces sujets-là. Et donc j'avais trouvé des choses dans les associations existantes, comme le CRIP, peut-être que vous connaissez. Et il y avait une frustration de ne pas aller suffisamment creux, parce qu'il fallait un peu rentrer dans la technique quand même. Et comme moi je venais du dev, ça me semblait naturel de mettre en relation les techs entre eux. Et de fil en aiguille est né deux associations, en fait, le groupe de travail inter-entreprise sur Postgre et l'association TOSIT, mais on aura le temps d'en reparler après. Tout à fait. Et donc Chris, bonjour à toutes et à tous, je suis Chris Poudreau, donc je suis responsable de l'open source à la Maïf, entre autres, j'ai d'autres activités, je suis responsable du développement informatique, je m'occupe aussi d'un laboratoire technologique. Comment je suis arrivé à faire de l'open source? Je suis développeur, c'est mon métier. Assez naturellement, j'ai commencé à travailler avec des solutions open source. Vu ma génération, on est plutôt dans les développeurs nouvelles techno, entre guillemets, et donc ça a été assez naturel jusqu'à ce qu'un jour, je travaillais sur un projet qui utilisait Cassandra, qui est une grosse base de données en version assez early adopter, où on avait un problème. Notre client faisait pas un truc il y avait un bug dans le client. On a commencé à contacter les gars en disant comment on peut résoudre le problème. Ils nous ont dit, vous avez qu'à contribuer. On s'est dit, ouais, ils ont raison. Et il y a une certaine prise de conscience à partir de ce moment-là, d'être très engagé dans l'open source et de participer à de nombreux projets. Je travaillais notamment à l'époque sur le serveur Glassfish, qui était l'implémentation de référence de JavaE, etc. Et donc je suis arrivé à la Maïf il y a 5 ans. Il y a 4 ans à peu près, on a commencé à open sourcer des solutions Maïf en mode pourquoi on ne le ferait pas. Et on va en parler tout à l'heure. Mais donc voilà, j'ai pris la responsabilité de ça. Je ne suis pas tout seul, parce qu'il y a un certain nombre de mes collègues avec qui on a travaillé, dont François qui est dans la salle. Et donc voilà, on a un certain engagement sur le sujet, à la fois en tant qu'utilisateur, mais aussi en tant que contributeur. Très bien, merci. Donc moi, peut-être 2 mots. Je vous ai dit que je travaillais pour la Fondation Eclipse, donc je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde ce que font les fondations open source, donc je vais en dire 2 mots. Et comment je suis arrivé. Donc j'ai aussi fait du développement, et moi j'ai commencé l'open source en 2004, 2003-2004. À l'époque, chez France Télécom, où l'idée c'était de remplacer le truc classique, de remplacer des serveurs HPUX ou AIX, etc., par des serveurs Intel avec du Linux, et pour faire tourner des bases de données. Et ensuite, j'ai créé ma propre entreprise où je me suis dit, tiens, on va faire du middleware open source. Et après, chemin faisant, j'ai fini par rejoindre la fondation Eclipse il y a 8 ans maintenant. Et le rôle qui est le mien, c'est en fait de trouver des organisations intéressées par collaborer autour de projets open source, et dans un cadre un peu formel qui est à la fois un cadre juridique, un cadre en termes de processus de collaboration, et un cadre qui permet aussi de créer un écosystème open source. Et donc voilà, mon rôle à la
Fondation Eclipse, où je gère l'équipe européenne de la Fondation, c'est d'embarquer plus d'entreprises pour faire plus de collaboration open source. C'est une des caractéristiques, c'est pour ça que ça m'intéressait beaucoup quand on m'a proposé de venir à cette table ronde. C'est qu'à la Fondation Eclipse, on fait beaucoup d'IoT et beaucoup de Edge. On commence à faire aussi un peu d'intelligence artificielle. Donc, on a beaucoup de projets. Je pense qu'il y a certainement des gens parmi vous qui utilisent des projets comme Mosquito ou des choses comme ça. Je crois que tu y reviendras tout à l'heure. Mais ça fait partie de ces projets que tout le monde utilise un petit peu sans savoir qui l'a fait, pourquoi, etc. Et je pense que c'est un point sur lequel on reviendra. Et peut-être avant de passer à la suite, j'aimerais savoir un petit peu parmi vous qui est conscient que son entreprise utilise de l'open source. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. Je pense qu'à mon avis, il y a 95%, voire plus, des entreprises qui utilisent de l'open source. Donc, il y en a qui auraient peut-être pu lever la main, mais qui, en fait, ne savent pas encore nécessairement que les développeurs ou autres utilisent de l'open source. Mais bon, c'est aussi tout ce qu'on va aborder ce matin. Donc, Gaël, j'aimerais bien redémarrer un petit peu avec toi pour la suite. Sur ce côté, toi, tu es vraiment un artisan open source. C'est ce dont on a parlé quand on préparait. Et je disais tout à l'heure, tu es un hacker, mais effectivement, comme tu l'as dit, tu es un hacker qui travaille pour l'armée. Ce qui est peut-être un petit peu original. Donc, raconte-nous un peu plus en détail les projets que tu mets en place et quels sont les tenants, les aboutissants de ces projets, justement, et pourquoi l'open source est important dans ta démarche. Bien sûr. Alors, j'ai été sollicité en 2015 par l'armée de l'air sur des problématiques en fait, de surveillance du trafic aérien. Et dans les forces, il se trouve que j'avais un jumeau, quelqu'un qui se préoccupait un peu de ces questions-là, dont c'était le métier, le rôle. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on avait la même approche, qu'on utilisait le même matériel, sauf que moi, j'étais civil et lui militaire. Et ce qui a été intéressant sur la base aérienne 105 à Évreux, où j'étais, on est encore hébergé, mais c'est de montrer à quel point les technologies civiles parfois dépassent, voire sont beaucoup plus efficaces que certains gros systèmes militaires centralisés, chers, etc. Donc on a décentralisé un certain nombre de stations radio qui permettent en fait d'écouter le trafic aérien, l'anti-collision des avions. Et ça rejoignait un peu une problématique que j'avais dès 2011. À l'époque, on était au tout début, en tout cas pour moi, de la contribution à un projet open source, open data, qui s'appelle OpenStreetMap France, OpenStreetMap, dont j'ai été un des cofondateurs, en tout cas sur la partie France. Et du coup, c'était intéressant pour moi de dupliquer en fait des manières d'écouter, de surveiller un danger à partir de matériel et de logiciels sur des territoires qui étaient en proie à des catastrophes naturelles. En gros, dès 2011, les Nations Unies, l'UNESCO, m'a demandé de surveiller des navires dans le cadre d'exercices de tsunami. Et cet exercice s'appelle Caribwave, il se déroule dans la zone qui m'a vu naître, la Caraïbe. Je suis né en Guadeloupe en 1980, j'ai été victime enfant d'un ouragan en 1989, je suis arrivé en Europe en 2001. Pour devenir météorologue, c'est ma formation initiale à la base, à conception, fabrication de capteurs. Et c'est depuis 2016, en fait, techniquement, un moyen pour moi de fusionner un peu tout ça, à la fois ma passion, des activités qui sont associatives, qui revêtent presque une forme de hobby. C'est d'ailleurs un peu compliqué pour ma femme de savoir si je travaille ou si je m'amuse. Et donc, du coup, pour moi, aujourd'hui, c'est un mélange de tout ça. L'exercice Caribwave, le prochain, ça sera le 10 mars 2022. Il faut imaginer 800 000 personnes qui font un exercice, qui vont évacuer leur maison, évacuer leur entreprise, évacuer leur école, leur université, de Miami à Caracas pratiquement, pour avoir les bons réflexes le jour où un tsunami va impacter la zone en question. On est
c'est un peu l'actualité, hein. La journée mondiale des tsunamis, c'est le 5 novembre, donc la semaine dernière. Les Bouches-du-Rhône ont fait un exercice très étatique, hein, plan Orsec tsunami, mais qui s'est tenu uniquement à la préfecture et chez quelques gros industriels et gestionnaires de ports. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens jouent leur propre rôle dans ces moments-là. On a énormément de documents, les documents d'information communaux de risques majeurs, on a énormément de paperasse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment les logiciels, comment les matériels vont aider les gens à se rendre compte que leur vie est en danger, que la vie de leurs salariés est en danger, que la vie de leurs administrés est en danger, que des écoliers, des étudiants, leur vie est en danger. Et comment ça, enfin, des Raspberry Pi, des capteurs, l'IoT, dont on parle beaucoup de manière commerciale, comment toute cette technologie-là peut servir à sauver des vies et pas juste uniquement être un moyen de suivre, de tracer, d'espionner, de corrompre, en tout cas de perturber la vie privée. C'est vraiment cet aspect-là qui m'intéresse et sur lequel je travaille aujourd'hui. Donc, il va y avoir évidemment tout un aspect de défense qui sert à surveiller le ciel, hein, sur les théâtres d'opération de l'armée. Donc ça, c'est une partie vraiment de défense et d'observation. Mais un gros volet qui va servir aussi à comprendre comment des technologies, des infrastructures portuaires, des infrastructures aériennes peuvent être des vecteurs de suraccident. Pourquoi les Nations Unies, depuis 2011, me demandent de surveiller le trafic maritime? On pense beaucoup aux gens en mer, à terre, pardon, quand on parle de tsunami. Pour vous donner une idée, les tsunamis sur ces 20 dernières années, on parle beaucoup de la COP26. Moi, je préfère la convention de Sendai, qui est beaucoup plus pragmatique. Elle a lieu tous les 15 ans. Donc la dernière, c'est 2015. Je vais être un peu cru, mais au lieu de se dire qu'est-ce qu'on va faire pour le futur, même si c'est très important, hein, lutte contre le réchauffement climatique et tout ça, la convention de Sendai, elle est beaucoup plus pragmatique. Elle dit, c'est la merde. Et une fois qu'on s'est dit ça, elle définit 4 priorités, dont la compréhension des crises. Et qu'est-ce qu'on va faire en fait pour atténuer, améliorer la gouvernance, investir dans des infrastructures qui permettront de sauver des vies et éviter des dégâts matériels et des atteintes aux biens aux personnes. Et cette convention de Sendai, l'UNESCO, quand elle organise des exercices de tsunami comme le prochain, là, du 10 mars 2022, elle veut savoir si un navire qui transporte des matières dangereuses, qui se retrouvait impliqué dans des mouvements de pompe dans un port qui est impacté par un tsunami, ne va pas lui-même devenir une source de danger. On sort de Lubrizol, hein, on voit à quel point les populations ne supportent plus que l'État soit pris à défaut sur des crises. Je ne parle même pas du coronavirus, qui est une crise, catastrophe naturelle aussi au sens des Nations Unies, de notre type, avec une cinétique beaucoup plus lente. On ne supporte plus aujourd'hui que les États soient pris à défaut là-dessus. Donc, l'open source a un rôle à jouer dans la diffusion des messages, dans la diffusion des alertes, dans la compréhension des risques. Et je prends vraiment au quotidien à bras-le-corps sur les sites aujourd'hui où je travaille, maintenant l'Observatoire de Vernon, le campus de l'espace, des moyens d'observation, des capteurs qui sont déployés, qui vont être déployés en Outre-mer pour pouvoir profiter de toutes les positions géographiques dont dispose la France pour pouvoir prévenir ces catastrophes naturelles et technologiques. D'accord, donc c'est vraiment la gestion de crise et puis la capacité à déployer ces capteurs. Et est-ce qu'il y a un aspect coût du coup, ou est-ce que c'est vraiment le côté, finalement, c'est des designs disponibles pour tout le monde, donc en fait tout le monde peut les est-ce que c'est pour massifier le déploiement ou... Donc complètement. En fait, quand je reviens sur, j'ai beaucoup parlé des Nations Unies, de l'UNESCO. Ce qui est terrible en fait dans ces exercices, c'est que là, ça va être le cas là dans les prochaines semaines, le cahier d'exercice, pour opposer un peu des stratégies de prévention telles qu'on a connues la semaine dernière, et c'est mieux que rien, mais et celle des Nations Unies, le cahier d'exercice, il est publié en open data. Donc on peut télécharger le cahier d'exercice tsunami pour son pays, pour son île, pour son territoire, et avoir tout le synoptique, l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé avant. Donc là, on voit que l'open data rejoint en fait l'open source et ces sujets-là. Et derrière, effectivement, il y a un enjeu de coût. Le fait de publier une méthode commune, des moyens de communication communs, des protocoles communs, des standards communs qui vont permettre en fait de remonter des informations et d'alerter, ça va permettre de faire chuter fortement les coûts, forcément, on évite de réinventer la roue, et on est dans une vraie démarche ODOSOS, OOH, qui est le pilier en fait de l'open innovation au sens noble où on l'entend, et pas forcément de l'open washing.
c'est arriver à cumuler l'open hardware, donc des capteurs sismiques, des capteurs de montée d'eau des eaux, d'inondation, de feux de forêt, des standards. Donc là, ça va être très intéressant d'utiliser MQTT, COAP, XMPP pour transporter en fait ces messages, l'alerte cellulaire pour alerter massivement des populations, le matériel libre, donc des Arduino, des Raspberry Pi, et toutes ces plateformes libres qui permettent d'articuler, de bien pouvoir fabriquer à bas coût et rapidement, prototyper rapidement ces différents capteurs. Et enfin, les logiciels libres, parce qu'il va falloir bien mettre de la glu pour assembler tout ça. Et c'est vraiment dans ça que je m'intègre pleinement avec une vision de hacker, des moyens non conventionnels pour arriver à ces finalités. Excellent. On pourrait te faire parler pendant 1 heure complète, mais on va quand même revenir à des choses. Je bois du petit lait. Excellent. Chris, ramène-nous un petit peu dans le monde des DSI, etc. Et puis un petit peu comment, tu parlais tout à l'heure, comment ça a commencé à la Maïf, comment vous avez passé les différentes étapes de contribution, etc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, le système d'information de la Maïf est assez vieux. J'ai croisé récemment le développeur de 3615 Code Maïf qui est encore là chez nous. Mais non, mais c'est... voilà. Ah oui. Donc, une des raisons pour lesquelles on a commencé à utiliser l'open source, parce que je pense que c'est quand même par là qu'on rentre, c'est parce qu'on sait très très bien ce que c'est que le closed source. Mais vraiment très bien. On a plein d'éditeurs avec qui on a travaillé, avec qui on travaille toujours de fait encore, qui proposent des logiciels privés et payants, et closed source évidemment. Et on en sort petit à petit. On est sorti de certains, on est sorti de certaines situations qui étaient préoccupantes. Et clairement, ça pose des problèmes économiques assez clairs, mais pas tant que ça. Mais ça pose aussi des problèmes de souveraineté, quoi. Enfin, je veux dire, on a eu des situations où il y avait un tel enchevêtrement de solutions qui étaient closed source, on était entre guillemets à la merci de certains éditeurs, et ça c'est un réel problème quand même. Enfin, je veux dire, n'importe quelle entreprise, n'importe quel État, n'importe quel organisme public doit quand même avoir bien conscience de ça et de savoir les impacts que ça a sur la maîtrise de notre avenir et évidemment l'avenir de nos clients. Pour nous, c'est des sociétaires et usagers, etc., etc. Ça, c'est quand même fondamental. Et pour nous, ça a été une prise de conscience qui commence à dater un petit peu. Ça fait un certain temps notre OS de prod sur les serveurs, c'est Linux, etc., etc. Bon. Au bout d'un certain temps, on a commencé à réfléchir en termes de stratégie numérique, en se disant, on a une commande de notre DSI qui nous a dit, bon, si vous deviez repartir from scratch, si vous deviez tout reconstruire, comment vous feriez? Donc on a commencé... je suis un tech, donc forcément on me pose ce genre on propose ce genre de deal avec relativement peu de contraintes. Je travaille la nuit s'il faut. Enfin, je veux dire, donc on a commencé à travailler sur ces sujets-là. On a monté une plateforme. L'objectif, c'était, il y avait un vrai objectif métier qui était de servir le non assurantiel de la Maïf, de se dire tous les services qu'on propose qui ne sont pas assurantiels, donc qui sont relativement déconnectés du reste du système d'information, comment est-ce qu'on pourrait les proposer, les mettre à disposition. Donc on a commencé à réfléchir à un certain nombre de choses. Je ne vais pas les détailler ici, mais vous pouvez imaginer. L'objectif, c'était d'avoir notamment un time to market très rapide et puis une certaine souplesse dans notre travail. On s'est évidemment extensément appuyé sur des solutions open source pour faire ça. Et notre premier produit est sorti prod ready, etc., 2 mois après le début, avec des vrais clients et tout ça derrière. Et on a commencé à enchaîner là-dessus. Là, on a à peu près, sur cette plateforme, une vingtaine de produits qui tournent, et voilà. Donc, à l'occasion de cette plateforme, on a été amené à écrire des logiciels internes pour notre besoin propre. Et on a commencé à écrire... une solution d'API management. Pourquoi on l'a écrit? Parce qu'on n'a rien trouvé sur le marché qui nous correspondait. On ne voulait pas entrer dans un service SaaS qui faisait ça parce que ça ne correspondait pas à ce qu'on voulait faire. On n'a pas trouvé de solution qui correspondait à notre besoin. Donc on a commencé à développer un petit truc qui est devenu un truc un peu plus gros. Parallèlement, on a commencé à développer des solutions de feature flipping, notamment pour
parce qu'on en avait marre de faire des mises en prod à 2h du mat, donc on préfère que ce soit les gens de la prod, enfin les gens du métier même, qui appuient sur un bouton que nous. Et puis assez rapidement, les solutions de scheduling sont arrivées parce qu'ils voulaient pas se lever en fait. Mais et de fait, donc on a commencé à travailler là-dessus. Et à un moment, on a pris un peu de recul sur tout ça en se disant mais ces solutions qui sont quand même relativement techniques, assez peu métiers, sont des solutions qui pourraient avoir de la valeur pour d'autres. Donc on a eu cette discussion avec notre DSI qui nous avait passé la commande. On a aussi travaillé avec le CDO de la Maïf. On s'est dit pourquoi on ne le proposerait pas. Donc je suis passé en conseil d'administration en expliquant ce qu'on avait en tête et en se disant tiens, on a fait de nouvelles solutions, on pense que ça pourrait être intéressant de les open sourcer. Qu'est-ce que vous en pensez? Et on était un peu plus que qu'est-ce que vous en pensez, quoi. On veut le faire. Alors le truc, c'est qu'il ne faut pas oublier que la Maïf, c'est une mutuelle d'assurance. Alors ça, c'est un truc. Moi, je pense que peut-être Simon me jalouserait là-dessus. Quelque part, mon métier est assez simple. Expliquer à la Maïf ce que c'est qu'un commun, je pense que j'ai pas besoin de le faire en fait. Ça fait partie de notre façon de penser. On pense que plus on partage, plus on a. Et ça, c'est propre à notre façon de réfléchir, à notre façon de voir les choses. Donc là, pour le coup, c'est assez simple quand même de se dire, tiens, on peut open sourcer des trucs. C'est bien. On a commencé à parler de réciprocité. C'est bête, hein, mais moi j'ai longtemps beaucoup plus utilisé de l'open source, beaucoup plus bénéficié de l'open source que contribuer à l'open source. Et je pense que c'est quand même un point important. Enfin, ça se fait pas tout seul, hein. Je pense qu'on a tous conscience. Et donc à partir de là, si on commence à réfléchir dans ce sens-là, c'est quand même assez intéressant. Notre démarche a été assez appréciée. On a eu tout un tas de prix, projets au niveau des acteurs du libre, entre autres. Open Innovation, etc. Une étape complémentaire, actuellement on a une dizaine de projets qu'on a ouverts. Une étape complémentaire, ça a été de commencer à ouvrir des projets data. Projets data, alors forcément, mettre en place des solutions à base de machine learning, ça me paraît important. Néanmoins, ça ne peut pas se faire au détriment des gens. Je pense que, voilà, en tout cas, nous on est convaincus de ça. Et à partir du moment où un projet de data, on l'open source, on est quand même, on peut pas faire plus transparent quand même, hein, pour dire aux gens, voilà ce qu'on fait de vos données, avec votre consentement évidemment. Et vous pouvez voir, voilà. On a même, encore plus récemment, ouvert un projet sur l'explicabilité. C'est une IA prend une décision. Pour nous, c'est un besoin réglementaire. Pourquoi cette décision elle est prise et qu'est-ce qui fait que cette IA a pris cette décision-là, et ça nous aide à comprendre ce qui se passe. Et en plus, c'est important pour nous de faire ça. Un autre pan sur lequel on travaille, c'est la contribution à des projets qu'on n'édite pas, parce que mine de rien, on a pas mal d'utilisateurs de nos projets. C'est toujours assez intéressant. Des fois, on l'apprend par pur hasard, hein, parce que open source, ça veut dire aussi les gens sont libres de l'utiliser sans nous en parler. Hein. Souvent, on l'apprend quand les gens disent tiens, ça serait bien que vous rajoutiez ça. Ah ouais. Et quelque part, souvent les utilisateurs, on les rencontre au fur et à mesure, au fil du temps. Des fois, ils nous contactent ou pas. Enfin bon. Mais on s'est dit tiens, ça serait quand même pas mal de contribuer à d'autres projets. On utilise des projets open source. Parfois, je pense qu'un des pires scénarios qui peut avoir tendance à me frustrer, voire m'agacer un petit peu, c'est quand j'entends qu'on a une solution open source, qu'on l'a patché pour résoudre un problème, qu'on l'a installé chez nous, et qu'à chaque nouvelle version, on est en train de repatcher le truc, quoi. Alors ça, c'est un truc, voilà. Et souvent, les raisons pour lesquelles on fait ça sont très mauvaises. C'est-à-dire chef de projet, ligne budgétaire, machin. Et ça c'est quand même insupportable, quoi. Enfin, de se dire, le temps qu'on aurait pu y passer à la base, c'est un temps qui est relativement limité. Une fois, à partir du moment où la communauté en charge du maintien du logiciel est d'accord pour qu'on contribue et qu'on prenne la valeur qu'on peut apporter, et surtout c'est une correction, en général la valeur d'une correction, tout le monde la comprend assez vite. Donc une fois que c'est fait, quoi. Déjà ça bénéficie à d'autres quand même. Enfin,
je rappelle quand même que c'est important, mais aussi ça bénéficie en premier lieu à nous, parce que ça veut dire qu'on n'est pas obligé de payer ce coût à chaque itération, donc c'est plutôt une bonne chose. Et de fait, voilà, on travaille beaucoup là-dessus, on mesure ça et on continue comment dire, à promouvoir cette démarche dans la boîte, qui est quand même assez adoptée, parce que depuis le début, on est quand même soutenu par notre direction et par l'ADN de notre entreprise. Donc ça, c'est quand même un sacré joker, parce que c'est quand même assez pratique et tout le monde comprend le truc. D'ailleurs, au niveau de l'entreprise Maïf, les métriques sur l'open source sont publiées dans la mission Maïf. On est entreprise à mission et ça tombe bien, notre mission c'est sur les communs et l'attention sincère portée à l'autre, donc on s'y retrouve quand même assez bien. Et donc ces chiffres-là sont suivis par le conseil d'administration de la Maïf, qui connaissent très très bien cette démarche et qui la comprennent plutôt bien. Donc vous êtes devenu de assureur militant à développeur open source militant un petit peu. Développeur militant, ouais, c'est ça. Ok, super. Simon, donc toi, tu n'es pas dans une mutuelle d'assurance, mais dans une grosse entreprise. Raconte-nous un petit peu quels sont du coup les leviers pour avancer sur l'open source dans ce contexte-là. Alors ça va être un témoignage un peu personnel, hein, parce que voilà, quand on me donne cette mission carte blanche un peu, enfin carte blanche, c'est un peu... On l'apprend aussi, la carte blanche, en fait. C'est ça que j'ai appris aussi au fil du temps. Donc, cette mission sur l'open source, en fait, la SNCF, au démarrage, pourquoi l'open source, hein, c'est bêtement économique. Hein. Souvent, c'est comme ça que ça démarre. Et on en parlera après, mais je ne suis pas tout seul dans ce cas-là. On est dans un contexte où on a des éditeurs, bon, on peut d'ailleurs en citer, hein, Oracle, hein, par exemple, qui sont ultra gourmands et qui posent des problèmes en fait contractuels et de manière endémique en fait. Ce qu'on se rend compte, c'est que il y a des échéances contractuelles. On a choisi un logiciel à un moment en fait avec un éditeur et ça se passe bien parce que bon, il fait un prix arrangeant, on trouve un accord. Voilà. C'est toujours la première dose, hein, elle est gratuite, je vous rappelle. Et puis arrive l'échéance contractuelle et une fois qu'on en a bien mis partout, avec généralement un contrat, par exemple, illimité. C'est une bonne idée, ça, parce que c'est gratuit quand c'est illimité. Ah oui, enfin, c'est pas tout à fait comme ça, en fait. C'est pas parce que c'est illimité que c'est gratuit. C'est à un moment, il va falloir passer à la caisse si on veut changer. Et quand arrive l'échéance contractuelle, voilà, tout d'un coup, les prix se mettent à exploser. Et là, on fait, bah non, c'est pas possible. Enfin, si vous voulez, vous partez. Hein. Mais là, on peut pas partir. C'est trop tard. Et donc, le démarrage de ça, c'est bon, il existe des solutions open source, elles sont gratuites, ce serait quand même intéressant de prendre des trucs gratuits plutôt que des trucs payants. Bon, et donc ça démarre comme ça à la SNCF, avec justement Oracle Postgre, hein, qui est vraiment un sujet emblématique que je crois tous les grands groupes ont dû, ont dû vivre. Et donc, bon, qui s'est lancé dans ces programmes-là? Et c'est comme ça que, sur un salon, avant le poste, d'ailleurs, je ne sais plus comment il s'appelait ce salon-là. Solution Linux, voilà. Non, il y avait Open World Forum entre les deux. Ah ben, ça doit être l'un des deux. Je rencontre le stand Postgre, comme est là-bas, en fait, hein, le stand Postgre, et Damien Clochard, et je fais... je me rappelle encore de la question. Je fais, mais c'est vous qui faites Postgre? Enfin, vraiment, j'étais complètement ignorant du truc, quoi. Et là, il m'explique, mais non, c'est un logiciel qui est là. Et je fais, ah bon, et il n'y aurait pas un groupe d'autres entreprises qui auraient la même problématique que moi? Il me fait, mais si. Alors lui, il bosse pour une société qui fait de la prestation sur Postgre. PostgreSQL, vous connaissez, c'est une base de données open source. Hein. Vous avez compris, qui remplace Oracle. Très bien, d'ailleurs. Et et il me dit, non, mais par contre, tu devrais le monter. Et c'est un peu la philosophie open source, mais d'un point de vue organisationnel. Et là, tu fais, ah bah bon, mais... Il y a aussi le syndrome de l'imposteur qu'on a toujours un peu derrière la tête. Non, mais est-ce que je suis bien légitime pour faire un truc pareil toujours, voilà. Et finalement, je fais, bon, on se met en relation avec 2-3 personnes. On fait, bah ouais, on monte un embryon de groupe au sein de l'association PostgreSQL, d'échanges autour de PostgreSQL. Et au fur et à mesure, maintenant, on est 25, et ça fait depuis 2016 qu'on fait tourner ça. On se voit tous les mois, et on dit les nouveautés, qui a fait quoi. Moi, j'ai essayé le JSON. Finalement, j'arrive à faire du NoSQL avec Postgre, ça marche très bien. Ah bon, alors on peut se passer de Mongo. Enfin, voilà. Ce qui est important dans ce que tu dis, c'est que finalement, il y a aussi cette idée de création d'un écosystème. Exactement. C'est vraiment cette idée... qui n'est pas forcément une communauté, parce que quelque part, parfois dans l'open source, on parle souvent des communautés open source et ça peut être un petit peu un mythe. Tous les projets n'ont pas nécessairement des très grosses communautés,
Mais par contre, avoir cette capacité, ces valeurs qui permettent de créer un écosystème et de se retrouver, je pense que Voilà, c'est il y a une bien ce forme que tu décris. de... À chaque fois, en fait, les réunions, elles démarrent un peu toujours. Bon, on ne sait pas trop ce qu'on va dire, en fait, mais il y a toujours des trucs à dire. C'est ça qui est incroyable, en fait. C'est vraiment cet esprit émulation communautaire où on apprend, on sait pas. C'est un peu comme finalement se retrouver au bar à la fin, c'est ça, en fait. Hein. C'est un peu comme se retrouver au bar avec des copains et puis on discute de trucs et d'autres. Ah, c'est intéressant. Sauf que là, on est dans le boulot et du coup, ça nous sert pour le boulot. Donc c'est vraiment, je trouve, cette philosophie qu'on retrouve sans doute dans le logiciel. Moi, je développe pas du coup en communautaire parce que ça, en fait, ça n'existait pas, j'ai l'impression. Enfin, ou alors j'étais passé à côté, tu vois, dans les années 2000. Mais je trouve ça génial de contribuer ensemble à un logiciel. Ah bah tiens, j'ai vu dans ton code, tu as fait ça, machin. Ah, je trouve ça, c'est tellement passionnant de faire un truc à plusieurs. Et donc là, on l'a plutôt d'un point de vue organisationnel, en fait. On est dans cet échange-là. Et donc Postgre. Et donc, voilà, cette animation de groupe, et là, au passage, merci Framasoft. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi merci Framasoft? Parce que pour avoir un outil où on peut tous écrire en même temps, qui passe dans toutes les boîtes, en fait, eh ben, il n'y aurait pas Framapad. Franchement, il n'y aurait pas Framapad, moi, je ne pourrais pas bosser. C'est mon outil quotidien en interentreprise. Alors, Framasoft, c'est juste peut-être parce que là, tu parles comme un usual suspect, j'ai envie de dire. Donc, Framasoft, c'est une association française qui a été créée par Alexis Kaufmann il y a 20 ans. Il a tweeté cette semaine que ça avait juste 20 ans. Et donc, qu'on peut trouver sur le village associatif qui est un petit peu au fond à gauche. Non, au fond à droite, oui. Voilà, par là. Et qui a comme slogan dégooglisons Internet, enfin, plus récemment. Ouais. Et avant, la route est longue, mais la voie est libre. La route est longue, mais la voie est libre. Et qui fournit un certain nombre de services qui sont des équivalents de Doodle, des équivalents de Google Doc, qui a cette vocation de fournir des services qu'on peut utiliser pour collaborer. Ok. Voilà. Et donc, voilà, grâce à Framapad, en fait, ça permet, en fait, parce que c'est quand même animer des réunions comme ça avec plein de gens. À un moment, pour que ce soit concret, on a le même problème dans nos boîtes. Hein. C'est-à-dire que les réunions où il n'y a pas de compte-rendu, par exemple, ou à la fin, qu'est-ce qu'on a dit, on ne sait plus, c'est complètement inefficace. Donc, il y a un moment, il faut arriver à concentrer l'attention de tout le monde. Et donc, voilà, mine de rien, avec un Framapad, tout le monde autour, tout le monde peut écrire en même temps. Et donc, ça permet comme ça, il y en a un qui parle, il y en a un qui prend des notes, l'autre, il y en a un qui va chercher le lien. Cette co-rédaction, mine de rien, de documents à plusieurs et tout, pour qu'à la fin, le compte-rendu, en fait, il est fini. Et tout le monde, et quelqu'un qui a raté la réunion, il va voir le compte-rendu et il a l'essentiel. Donc ça, c'est vachement utile. Donc toujours ce souci de dire on fait le truc une fois, mais on le fait bien et puis ça servira. Voilà. Donc on a cette pratique-là et puis les problématiques open source évoluent, entre guillemets. Il y a le début de Tozit, c'est quoi? C'est 2 événements. C'est la faille Heartbleed, donc ça vous parle, la faille Heartbleed, de la faille OpenSSL, où on se rend compte, c'est mondial en fait, hein, mondial, tout le monde se dit merde, mais un truc aussi important que le SSL, finalement il y avait un trou dedans et on l'a pas vu et on utilise des solutions finalement open source sans se préoccuper de savoir si elles sont sécurisées. Ça c'était chez les RSSI, les responsables de sécurité des grands groupes, ça les avait vachement inquiétés. Et nous en parallèle, on avait commencé à utiliser dans nos sociétés des solutions open source, comme on faisait d'habitude. Hein. Je prends, et puis c'est gratuit, puis je ne sais même pas d'où ça vient, en fait. Et puis, là, on avait pris une brique qui s'est refermée, en fait, parce que la propriété, la propriété intellectuelle le permettait, et parce que, finalement, plus important, la compétence était centralisée dans une seule société. Et ça, c'est vachement important. Quand on peut avoir un produit qui est ultra open source, mais si toute la compétence, elle est à un seul endroit, c'est quand même risqué, parce que ça peut... Ils ont un peu la gouvernance du projet, en fait. Hein. Et alors là, on fait, ça alors, c'est possible qu'il y ait un open source. Puis on se dit, il y a bien quelqu'un qui va faire quelque chose. Enfin, tu vois, un peu... Et on s'est rendu compte qu'on pouvait pas laisser comme ça... nous laisser finalement vulnérables bon, bref. Et donc, il dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Et ces 2 constats ont fait que ça a créé Tozit, où on s'est dit, il faut qu'on... Tozit, c'est The Open Source I Trust, voilà, qui a un stand tout au bout. Voilà, qui est sur le modèle du groupe de travail interentreprise Postgre, des grands comptes qui ont envie d'avancer ensemble sur l'open source et ça commence par parler de ses problèmes. Hein. J'arrive pas, comment je fais, comment t'as fait, et on va réfléchir ensemble, voilà.
Et donc Tozit a continué à itérer comme ça et est monté en maturité. Et côté SNCF, ça ne veut pas dire que ça crantait non plus. Alors si quand même côté SNCF, si je fais le parallèle, on est passé de l'open source, c'était comme tu disais, c'était un peu Linux. C'était pas non plus mainstream, quoi. Hein. C'était un peu Linux. Et puis quand même un petit peu des serveurs Apache, des trucs un peu basiques. Et quand même, comme il y avait cette pression... Et les meilleurs sponsors de l'open source sont les commerciaux des solutions propriétaires. Hein. Parce qu'ils sont tellement gourmands qu'ils poussent ils convainquent en fait à haut niveau qu'il faut passer à autre chose, quoi, qu'il faut réfléchir à autre chose. Maintenant, ça a un peu changé parce qu'il y a l'aspect souveraineté un peu qui pointe son nez. Bon, il faut quand même pas. Et ça, c'est aussi intéressant. Alors, on peut parler souveraineté. Moi, j'aime bien la formulation de la loi République numérique, qui est maîtrise, indépendance et pérennité du SI. On n'est pas là pour dire ouais, on va faire du franco-français ou l'open source, de toute façon, il n'y a rien de mieux. Non, il y a un moment, si je veux faire de la maîtrise, de la pérennité et de l'indépendance de mon SI, mais comment je peux arriver à ça? Eh bien, autrement qu'avec l'open source, c'est quand même compliqué, en fait. Et donc, nous, donc, côté SNCF, en parallèle, on commence à avoir une stratégie. Bon, bah, dès qu'il y a un choix technologique à faire, on va essayer de mettre des open source. Et ça a plutôt bien marché. Voilà. Donc en parallèle, donc il y a vraiment la stratégie interne que je continue d'animer, et puis la stratégie externe où on essaye d'avancer avec les grands groupes. Voilà. Donc après, je peux encore continuer, mais non. Je pense que moi, je vais expliquer un petit peu le rôle des fondations. Voilà, tu me donnes 2 minutes, puis après, on revient à des questions. Ça marche. Ouais. Donc, peut-être pour finir sur le rôle des fondations open source, tu citais un élément intéressant qui est les projets, enfin, ou je dirais les produits open source, la plupart du temps supportés par des startups américaines qui lèvent pas mal d'argent, je pense qu'en général, et qui en fait ont un modèle sur lequel elles utilisent l'open source pour favoriser l'adoption de leurs solutions. Et parce que l'open source ça plaît aux développeurs, parce que c'est entre guillemets la capacité de tester sans contrainte en fait. Un développeur peut télécharger, peut commencer à faire un POC, peut aller voir son management, etc. en disant regardez, j'ai fait ça, cette solution elle est bien, etc. Et puis, mais ces sociétés-là, elles se débrouillent, et c'est un point important, pour toujours avoir l'attribution de toutes les contributions qui existent dans le projet open source via ce qu'on appelle des CLA, des Contributor License Agreement, ce qui leur permet potentiellement, comme on l'a vu un certain nombre de fois, avec Elasticsearch, avec ForgeRock, avec Redis, etc., de refermer et à un moment de dire, alors, ils ne peuvent jamais refermer ce qui a été open sourcé. Hein, ça, on est bien d'accord. Ce qui est open source reste open source parce que les 4 règles fondamentales de l'open source, c'est la capacité d'utiliser, d'étudier, de modifier et de redistribuer. Et ça ne peut pas changer. Toutes les licences open source sont comme ça. Par contre, ce qu'ils peuvent faire, c'est dire les futures versions ne seront pas open source. Et là, les entreprises qui ont fait ces choix-là sur ce que nous on appelle du single vendor open source, se retrouvent un petit peu, accrochez-vous au pinceau, j'enlève l'échelle, quoi. C'est un vrai problème. Et le rôle des fondations open source, donc, c'est d'assurer, moi je travaille pour une organisation qui est une association à but non lucratif, qui est basée à Bruxelles, et dont la mission est d'assurer la pérennité et la neutralité des projets. C'est-à-dire que dans nos projets, par exemple, il n'y a pas de CLA. Il y a le fait que les projets, on vérifie la provenance de la propriété intellectuelle, on vérifie que les gens qui contribuent du code ont le droit de le faire. Par contre, on donne la garantie que les utilisateurs de ce code ne prennent pas de risque juridique à utiliser ce code, et on donne aussi la garantie. Nous, notre rôle, c'est aussi d'assurer la pérennité des solutions. Et on a des exemples j'ai un exemple très spécifique en tête qui s'appelle BIRT, B-I-R-T, qui était un projet qui était fait par une start-up un peu sur ce modèle-là, mais qui était hébergé à la fondation Eclipse.
et qui a des milliers d'utilisateurs. Je pense qu'il y en a certainement dans la salle qui utilisent BERT. Et au bout d'un moment, la startup, elle a été rachetée par une boîte, qui a été rachetée par une autre boîte. Et puis, au bout d'un moment, l'équipe qui faisait le développement en open source, on leur a dit, ils ont été restaffés. Et finalement, ce projet qui avait beaucoup d'utilisateurs s'est retrouvé un petit peu mort pendant un moment. Mais comme il y avait énormément d'utilisateurs, on a des gens qui sont venus nous voir en disant nous, ça nous intéresse de reprendre le flambeau. Et nous, notre rôle en tant que Fondation Eclipse, donc on a une équipe d'une 50aine de personnes, ça a été de les aider à leur mettre le pied à l'étrier, à leur donner les droits d'accès en écriture sur les projets, etc. Et à s'assurer qu'ils gèrent ça de façon transparente, ouverte et méritocratique, qui sont quand même les éléments, les mots-clés, en tout cas pour moi, pour caractériser du bon open source. Donc nous, on s'assure que tous nos projets, on a à peu près 400 projets, que tous nos projets fonctionnent selon ces principes-là. Donc l'idée de la transparence, c'est vraiment que toutes les décisions dans un projet, elles sont retracées sur un média public du projet. C'est une mailing list, un forum, un wiki, etc. Et c'est super important parce que ça permet à quelqu'un qui est extérieur au projet de venir comprendre ce qui se passe, de venir comprendre où ça va, de venir comprendre pourquoi tel choix technique a été fait. Et ça donne vraiment la possibilité aux gens extérieurs de s'impliquer dans le projet. L'ouverture, ça veut dire que tout le monde peut participer au projet. Et la différence entre un projet qui est piloté par une seule entreprise, c'est que s'il y a quelqu'un qui vient faire des propositions et que ces propositions ne plaisent pas à cette entreprise, elle peut assez facilement dire non, ça ne nous intéresse pas. Chez nous, ils vont venir proposer via la mailing list, via les bug trackers, via des choses comme ça. Et puis, si quelqu'un répond non, il va falloir qu'il explique non parce que, et il faudrait que vous fassiez ça pour que ce soit accepté. Et au bout d'un moment, si on voit que les leaders du projet n'acceptent pas de contribution externe, notre rôle dans le staff de la fondation, c'est d'aller expliquer au projet que non, on est là pour être ouvert et donc tout le monde peut collaborer sur un projet open source. Et méritocratique, disons que c'est aussi l'idée que c'est pas parce qu'on est embauché par une boîte qui contribue à un projet open source qu'on est obligatoirement intégré dans ce projet open source. On s'assure que chaque personne montre publiquement qu'elle a à la fois le niveau technique le niveau technique et la volonté de contribuer de façon publique. Donc on commence en étant contributeur et ensuite on devient committeur, qui est donc les développeurs avec tous les droits sur les projets. Et donc ça, c'est je pense aussi un point important qui est, il y a des projets très bien qui sont sur GitHub avec des contributeurs individuels, etc. Il y a des projets très intéressants qui sont faits par une seule entreprise, mais on l'a vu, au bout d'un moment, elles ont quand même la tentation de monétiser, et donc de monétiser plus, et donc de refermer de plus en plus. Et puis, il y a des projets qui sont dans les fondations open source, avec finalement ce level playing field, donc cette capacité à mettre en place une collaboration sur un pied d'égalité entre les différents acteurs. Voilà, ça c'était un petit peu ma vision et ce que j'amenais dans la discussion. Et ce que je vous propose, c'est peut-être on a listé quelques questions sur lesquelles j'aimerais avoir un petit peu votre retour. Alors, il y en a une qui me semble importante, c'est l'open source et les ressources humaines. C'est-à-dire, est-ce que... moi, j'ai l'impression que parfois, il peut y avoir des entreprises qui se disent tiens, on va faire de l'open source parce que c'est cool, ça va nous permettre d'embaucher des bons développeurs, etc. Je pense que c'est certainement un élément, mais je voulais avoir un petit peu votre retour là-dessus. Alors, peut-être plutôt Chris et Simon. Alors, nous, c'est parce qu'on a des bons développeurs qu'on fait de l'open source, en fait. À l'heure actuelle, c'est marrant, j'ai eu cette discussion hier avec quelqu'un qui est venu nous voir sur le centre TOSIT et qui, parce que je n'ai pas précisé, mais effectivement, la Maïf aussi fait partie du TOSIT, donc Simon et moi, on se connaît assez bien. Quelqu'un qui est venu me parler de ça et qui pas spécialement en parlant de la Maïf, mais qui disait il y a un certain cynisme dans tout ça. Enfin, je veux dire, en 2021, c'est très très mal connaître le marché de
l'emploi dans l'informatique, de penser qu'on peut attirer un développeur en disant tiens, tu vas faire de l'open source. Enfin, ça, c'est voilà. Non, c'est au contraire. Nous, on recrute des gens compétents. Ils font de l'open source parce qu'ils ont le bon mindset. Et clairement, par contre, c'est une source de motivation. Savoir que n'importe quel projet peut devenir open source à un moment donné. Il n'y a pas de comment dire, de gouvernance très descendante et hiérarchique. Enfin, c'est absolument pas comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est très bottom-up. C'est des gens très opérationnels qui traitent ces sujets-là, ce qui fait que on a des gens qui viennent nous voir en disant bah tiens, ce sujet-là, moi je pense que ça pourrait être une bonne solution open source. Après, on en parle entre nous avec les personnes concernées. Mais voilà, il n'y a pas de sujet et clairement, comment dire, les pratiques de l'open source sont importantes pour nous. On fait de l'inner source. Même alors, c'est quoi l'inner source? Alors, l'inner source, c'est faire de l'open source en interne. Appliquer les principes et les pratiques de l'inner source en interne. Vous allez me dire pourquoi vous ne faites pas du full open source? C'est une bonne question. Il y a des projets qui intéressent personne et qui nous concernent vraiment sur notre cœur de métier. Donc ça, pour le coup, je pense que c'est pas forcément des choses sur lesquelles on pourrait open sourcer. Quoique, il y a un vrai sujet que je trouve hyper intéressant, notamment qui est porté par Simon sur les verticales open source orientées métier, ce qui n'existait pas trop pour l'instant. On a plutôt de l'open source sur la tech et sur des solutions qui ne sont pas forcément cœur de métier. Il se trouve que, alors tu en parleras peut-être un peu mieux tout à l'heure, mais Deutsche Bahn et SNCF essayent de créer des communs en se disant, bah, tiens, c'est pas ça notre caractère différenciant, on fait tous les deux du rail, peut-être qu'on peut faire des solutions en commun, les open sourcer, que ça serve à d'autres, qu'on gagne de la contribution par l'extérieur et qu'on puisse bénéficier de tout ça, créer un écosystème. Je trouve que la démarche, elle est quand même super intéressante. Bon. Chez nous, on a plutôt tendance pour l'instant à open sourcer des solutions qui sont plutôt universelles, tech, et dès qu'une solution est un peu trop métier, on se méfie un petit peu de l'appétence qu'elle peut engendrer. Voilà. Mais clairement, en termes de motivation individuelle, et c'est quand même un truc super important pour nous. Même sur les modalités de communication, ce sont les développeurs qui réalisent les solutions, qui communiquent publiquement, et les dirigeants et l'équipe qui gère plus précisément l'open source, enfin, en proximité, relayent les communications des développeurs. Mais c'est bien la personne qui fait. Tu parlais de méritocratie, Gaël, tout à l'heure. Voilà, ça c'est évident et c'est un point super important. Donc clairement, en termes c'est un bénéfice collatéral. C'est pas le fond de notre démarche et clairement ça le sera jamais. Mais effectivement, pour les personnes qui font, c'est intéressant. Simon, peut-être que tu peux rebondir sur ce que disait Chris à propos des verticales. Enfin, vas-y. Avant de faire vertical, je vais parler. La SNCF, c'est complètement différent, mais je pense qu'il y a plein d'entreprises, enfin en tout cas pour les grosses, qui vont se reconnaître à ce que je vais raconter. Nous, SNCF, avant, on faisait du logiciel. On faisait même plein de logiciels parce que c'était tellement compliqué le ferroviaire que on ne trouvait pas sur le marché les logiciels qui nous permettaient de faire notre métier en fait. Je pense que c'est avant, dans les années 80-90, enfin à cette époque-là. Et puis il y a eu ce dogme, et j'appelle vraiment ça un dogme, de dire de toute façon l'informatique, il faut laisser faire ça à des informaticiens, dans le cœur de métier et tout. Donc nous, on fait plus d'informatique. D'un jour, un peu bon, c'est peut-être pas politiquement correct ce que je veux dire, mais on a un peu l'impression que, voilà, à un moment, la SNCF a dit non, mais je pense que c'est dans tous les grands groupes en fait. Il y a eu cette vague de se dire l'informatique, non, c'est fait pour les spécialistes qui font de l'informatique. Nous, on fait du rail. Okay. Et du coup, on s'est mis à acheter du logiciel plutôt que de faire. Quand on passe make-buy, on faisait du make. Bon, on s'est fait à faire que du buy. Et puis après, avec tous les problèmes dont j'ai parlé derrière, et donc, effectivement, si je veux maintenant reprendre en main, et alors du coup aussi même en termes de carrière, parce que c'est pour ça que tu parlais de RH, ouais. C'est que du coup, un mec qui était développeur à la SNCF, de toute façon, il n'avait pas de carrière en fait. Il fallait qu'il fasse manager, il fallait qu'il arrête de coder. Je cherche un exemple, en fait, c'est-à-dire qu'à un moment, la progression manager, enfin la progression entre guillemets salariale, tout ça machin, il faut que tu encadres, il faut que tu sois un manager. Mais moi j'aime coder, non. Et et je pense qu'avec alors ça c'est un vrai sujet, c'est que si on commence
se remettre à faire. Alors, on n'est pas obligé de tout faire en open source. C'est-à-dire qu'une boîte comme la SNCF, elle n'a pas vocation à être committeur, je sais pas moi, sur Apache, n'importe quoi. Enfin, toutes les briques open source, elles sont innombrables. La question, c'est par contre d'avoir au moins des gens qui sont capables de les comprendre et de les maîtriser. Et après, il y a des sociétés qui sont spécialisées pour faire le support open source ou pour vous accompagner sur telle ou telle techno ou de manière généraliste. Et on y a beaucoup recours dans les grands groupes. Mais bon, cet aspect RH, ça veut dire aussi que là, on est en train de basculer un peu vers de la réinternalisation. Et ça, c'est absolument nécessaire, en fait. Et j'ai même envie de dire que quand on parle de souveraineté, c'est salutaire d'un point de vue aussi emploi. Moi, je pense Gaël, mais je pense que l'open source, c'est relocalisateur d'emploi. En fait. Et donc, il y a une forme de responsabilité en tant qu'entreprise. Il y a une étude qui a été publiée par la Commission européenne, c'était au mois de septembre, là, où justement, il disait qu'il y avait énormément de gens qui travaillaient dans l'open source au niveau européen. Donc, oui. Je peux rebondir sur ce que dit Simon. En fait, la SNCF, pour moi, c'est un bon exemple. Parce qu'on est beaucoup dans le French bashing, on ne sait pas faire, on ne sait pas dire, on ne sait pas recruter, les ricains sont meilleurs. La SNCF, c'est un des meilleurs exemples de ces 10 dernières années, et j'en parle côté contributeur OpenStreetMap. C'est une entreprise qui, très tôt sur le sujet Open Data, surtout en Ile-de-France, je fais un coucou à Bénédicte Sillois, mais à l'époque directrice de Transilien, qui prend le risque de dire, on va réunir tous les usagers de la SNCF qui ont des problèmes et on va voir comment l'open data peut résoudre le problème de ces gens-là. Et donc, on a vu arriver des personnes des associations de petite taille, des personnes qui étaient daltoniennes, des personnes qui sont malvoyantes, malentendantes, trisomiques, enfin, toutes les personnes dont on ne veut pas entendre parler quand on est à la SNCF. En termes de gestion, on s'entend. Mais il faut bien gérer ces personnes. Et l'open data a été vraiment un pilier à ce moment-là de collaboration, où je me suis retrouvé avec des gens qui m'expliquaient leurs problématiques. Ça qui est énorme avec la cartographie et la cartographie libre, c'est qu'on se retrouve à parler à tout le monde. Et donc, pour gérer ces données cartographiques, il fallait des logiciels. Et donc, la SNCF découvre qu'il y a tout un écosystème logiciel, PostgreSQL évidemment, mais et moi, la meilleure illustration de ça aujourd'hui, c'est Graou, la carte qui monte en temps réel le trafic SNCF, qui est quand même un projet issu d'un hackathon bien mené par la SNCF au début, repris par des citoyens qui se disent on va faire une carte libre avec OpenStreetMap qui s'appelait Cartotrain ou Raildar, qui aujourd'hui est un projet interne SNCF qui affiche en temps réel la position de tous les trains qui roulent avec toute la signalisation sur des serveurs open source, des données cartographiques d'OpenStreetMap, et ça va très loin parce que l'Union internationale des chemins de fer se dit on va faire comme la SNCF et on va dupliquer ce type de collaboration avec les communautés open source et avec OpenStreetMap sur tous les opérateurs ferroviaires. L'UIC, c'est cool, elle est à Paris, mais c'est montrer à quel point, je parle d'un exemple très ferroviaire là pour le coup, à quel point la SNCF d'un côté a pris le risque de s'ouvrir, a internalisé ce risque-là. C'est des questions qu'il y avait en interne. Oui, mais RFF, ils ne nous parlent pas. Déjà, faites travailler les gens qui s'aiment, et les gens qui s'aiment en général, à l'époque, RFF, SNCF, réseau, c'est compliqué. Faites parler les gens qui s'aiment bien, et les gens qui s'aiment bien, dans ces deux structures-là, c'était les gens qui faisaient de la carto. Et donc, on a commencé à faire bosser et à créer une émulation, un vrai esprit d'entreprise sur la partie informatique, comme ça, parce que des communautés externes à l'entreprise ont réussi à tisser, à créer du lien en interne et créer de la richesse derrière, puisque ces logiciels et ces données métiers sont importantes. C'est intéressant parce que je vais revenir à toi, Simon. Et puis je ferai un commentaire derrière. D'accord, ok. C'est intéressant parce qu'en fait, ce que tu viens de décrire, c'est exactement la question que je voulais te poser à toi. C'est l'open source pour l'innovation et un peu l'interopérabilité aussi. Et tu viens vraiment de décrire un cas de tout ça. Je pense que l'open source pour l'innovation, c'est vraiment cette idée que finalement, via l'open source et l'open data, on ouvre tellement de possibilités. Et pour moi, pourquoi tu es là aujourd'hui sur cette table ronde, c'est parce qu'on a besoin de hackers comme toi qui nous montrent que finalement tout est possible, quoi. En fait, enfin, pas forcément tout est possible, mais que ça ouvre énormément de possibilités. Je crois que ça, c'est très enthousiasmant. Vas-y.
réaction. Alors, ça me fait rigoler parce que je pense que de l'extérieur, on voit la SNCF comme un tout. Mais en fait, pas du tout. C'est vraiment des individualités. Surprise. Et là, tu parles de Bénédicte Tilloy, mais en fait, ou des gens comme moi, en fait, il y a un peu, à un moment, il y a des gens qui ont à la fois la liberté. Parce que finalement, j'ai pas beaucoup de moyens, mais j'ai du temps, par contre. Et ça, le temps me permet de faire des trucs comme PGTE, TOSIT, etc. Et ce dont tu parles, je les connais, tu vois, Navicia, Kizio Digital, tout ça. C'est des mecs qui sont parfois complètement isolés, en fait. Leur activité n'est pas comprise, en fait, est pas forcément comprise, si tu veux, par le management, machin. Ou l'initiative Open Data, ça se trouve, mais j'imagine, hein, qu'elle a dû se battre pour le faire. Et il y a toujours ce truc qu'il faut essayer de convaincre en interne pourquoi on fait ça. Et c'est pour ça que les trucs comme TOSIT ou machin, ça aide, parce que ça montre que, attends, je ne porte pas la voix tout seul, on est 15 à dire que c'est ça qu'il faut faire. Donc ça, c'est la première réaction. Et typiquement, Graou, l'histoire de Graou, c'est énorme. Ça a été fait par un conducteur de train à la base. Hein. C'est toujours lui. C'est-à-dire que ce n'est pas un produit vraiment SNCF. C'est un produit fait par quelqu'un qui connaît bien le ferroviaire, mais qui est surtout un passionné et qui est un génie de l'assemblage de Nicolas Wurtz, je peux le citer, un génie de l'assemblage de produits open source. Et moi, je m'en sers en interne pour dire, mais ça a d'ailleurs fait un peu du bruit en interne, parce que il y a un mec tout seul, il est conducteur de train, il fait une appli qui est utilisée par 20 000 cheminots, qui sont les conducteurs. Et en même temps, nous, on a toute une DSI qui fait des applications, et c'est les conducteurs, ils font, ouais, mais l'appli de machin, elle est mieux. Alors, c'est quand même compliqué. Voilà. Mais par contre, ça montre la puissance de... Il y a un peu la même chose avec Gaël Champeau, avec Covid Tracker. C'est comment un type, quelque part, un peu tout seul, avec de l'open data, de l'open source, bim, il fait un truc... Guillaume Rosier. Guillaume Rosier, pardon, excusez-moi. Ouais. Voilà, donc voilà, une réaction là-dessus. Et du coup, juste peut-être pour conclure, parce qu'après le temps passe, file, et, ouais, sur les verticales métiers, et bon, il a un peu déjà parlé de l'UIC, mais vas-y. Je fais très vite. Donc, la maturité, donc côté SNCF, voilà, on monte en maturité avec le reste de TOSIT. Il faudra qu'on parle quand même des logiciels qui se referment. C'est-à-dire que TOSIT, du coup, on commence à monter en puissance pour être capable de réagir à des logiciels qui se referment. Là, on a un cas concret avec, sur le Big Data, Hortonworks, Cloudera, Fusion, le modèle qui se referme. On a EDF et la DGFIP qui ont décidé de prendre le sujet à bras-le-corps et ils ont monté un truc qui s'appelle TOSIT Data Platform. Et on est en train de justement essayer de dire, mais ça, il ne faut pas le garder pour nous, on va le redonner à la Fondation Apache. Donc on va essayer de passer en incubation Apache pour en faire un vrai projet. Donc ça, c'est vraiment complètement nouveau pour nous. Mais bon, voilà, pour le coup, on commence à devenir vraiment acteur de l'open source à part entière. Et donc on monte en maturité et ça, c'est très bien. D'ailleurs, il y a des super graphes comme ça où on explique la maturité médule. Et tu me posais la question de la verticale ferroviaire, et ça, c'est l'étape d'après. Donc, dans TOSIT, j'ai rencontré RTE, Réseau de transport d'électricité, fin 2019, qui me dit, on fait un truc avec la Linux Foundation, en l'occurrence, LF Energy. Ah bon, je dis, mais pourquoi faire? Il fait, on avait fait du code en interne en open source, on ne va pas le garder pour nous. Ce qu'on veut, c'est le faire connaître aux autres opérateurs de transport d'électricité pour qu'ils s'en emparent et que finalement, on mutualise le maintien de ces communs, enfin, comme les autres projets, mais cette fois dans une verticale industrielle. Et je dis, mais attends, vous faites du réseau et vous êtes en Europe, ça me rappelle un truc. Je crois qu'on a un réseau ferré en Europe. Je fais les problématiques ne doivent pas être différentes tellement. C'est-à-dire qu'il y a un régulateur européen et il faut mettre en place, voilà, et il faut que tout ça fonctionne. Et donc, un peu de fil en aiguille, bah voilà, je m'intéresse au sujet, j'essaye de trouver, mais via Twitter, machin, un type qui fait pareil à la Deutsche Bahn, voilà. Et puis voilà. Et on est dans cette itération et justement, on a impliqué l'UIC là-dedans de et si, quoi. Et c'est vraiment cette histoire, il y avait Make et Buy, et là, on est vraiment dans cet esprit Make Together, et si on faisait ensemble, quoi. Voilà. Très bien. Merci. Ce que je vais vous demander, c'est peut-être de me faire un petit mot de conclusion chacun, et si vous pouvez peut-être citer un projet qui vous tient à cœur, et le pourquoi ça vous semble important, et pourquoi ça vous tient à cœur, et puis dire un petit peu, voilà, votre conclusion sur cet échange. J'ai commencé par des sujets un peu anxiogènes. Bon pour ma santé mentale, je dirige aujourd'hui, pas que, évidemment professionnel, au sein d'Alternative, un observatoire astronomique. Et je suis en train d'essayer de redonner un peu
moi, ce qu'on m'a donné, Gaël Duval, Tristan Nito, qui sont des personnes qui m'ont beaucoup inspiré, des créateurs, fondateurs, fondatrices, animatrices de communautés qui m'ont beaucoup, beaucoup transmis tout au long de mes études et de ma jeunesse. Je suis encore un peu jeune, mais aujourd'hui, j'essaie de redonner un peu à des jeunes aujourd'hui, déjà, qui prennent conscience, hein, qui sont entourés en fait de tout ça, d'open source, de logiciels libres, etc. Là, je vais en accueillir début décembre quelques dizaines à l'Observatoire de Vernon, des collégiens qui viennent de plusieurs collèges autour jusqu'à l'Académie de Versailles, hein, une petite heure de route quand même pour venir faire le stage. Parce qu'en fait, il faut bien avoir conscience, surtout après la période qu'on vient de vivre, la séquence autour du Covid, que ces enfants, il faut bien, on parle de réchauffement climatique, c'est très anxiogène en fait ces sujets-là. Et c'est important qu'on amène avec nos métiers, avec nos compétences, du rêve à ces enfants-là. On ne peut pas leur dire tout est foutu. Hein. J'ai 2 adolescents à la maison, de 12 et 14 ans. Je ne peux pas arriver le matin en disant vous allez tous mourir, il y a un risque que vous creviez de tsunami, d'un accident technologique, etc. Donc l'observatoire, c'est vraiment pour moi un moyen de projeter en fait nos métiers du développement, de parler de données, parler d'étoiles, d'astronomie, d'astrophysique, et de ramener en fait ces jeunes sur chacune des activités qu'ils vont avoir et montrer comment le logiciel libre, comment le matériel libre, comment les standards libres peuvent façonner leur manière, leur vision et apporter des solutions aux problématiques auxquelles ils vont être confrontés. Parce qu'au final, quand on relie un peu nos profils, c'est ce qui nous lie, c'est qu'on résout des problèmes. C'est un peu notre métier et on le fait avec des méthodes communautaires. En le faisant ensemble, on a beaucoup plus de chances de relever ces défis-là avec ces jeunes. Voilà, c'était un peu mon mot de conclusion. Je pense beaucoup à Laurent Séguin, qui nous a quittés l'année dernière, qui a été une personne aussi qui m'a beaucoup inspiré, qui est décédée malheureusement. Voilà, je tiens à dire ça de notre vivant, parce que la vie est faite d'incertitudes et c'est important qu'on puisse se dire les choses quand on se voit. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vus tous. Donc voilà, j'ai voulu profiter de cette occasion-là pour saluer Laurent. Ça marche, merci. Simon. En tout cas, bravo. Et ça m'intéresse beaucoup de voir ça. Et c'est vrai que j'aimerais bien que nous, côté d'ailleurs SNCF, on soit vachement impliqués dans ça. Enfin, on est d'abord, il y a des trucs, Fondation SNCF, ils font plein de trucs. Mais en particulier dans ce mode du libre, tu vois, comment on peut contribuer à ces communs, à tout ça. Et, mais il n'y a pas assez de temps pour tout faire. mais voilà, c'est vraiment passionnant. Moi, je vais parler d'un projet technique parce qu'on a fait une réalisation en particulier open source qui marche bien et que je vous invite à connaître. C'est le chatbot en fait qui est sur SNCF, oui SNCF/bot, est un open source entièrement et c'est un enjeu et on l'a porté aussi avec Tozit, hein, dans tout ce qui va être intelligence artificielle. Ne pas utiliser des boîtes noires parce qu'on pourrait faire la même chose avec l'outil Google ou machin, etc. Mais sauf que vous ne savez pas ce qui s'y passe. Et l'explicabilité et l'importance de l'open source dans ces domaines d'IA, c'est vraiment c'est important. Et cet outil TOC est vraiment un bon outil qui est utilisé d'ailleurs par plusieurs... ça a été réutilisé par Enedis, par RTE, EDF, par Linto, dans l'Inagora, voilà. Donc TOCK, The Open Conversation Toolkit. The Open Conversation Kit, exactement. Et par François Nollen, là, que je salue d'ailleurs, qui est très bon. Donc en ce qui me concerne, moi j'ai beaucoup apprécié cet échange. Et effectivement, les préoccupations de Gaël nous concernent tous d'assez près. Et je pense qu'il y a vraiment des voies pour travailler ensemble, pour contribuer au mieux commun et faire en sorte qu'on sorte des problèmes qu'on a créés nous-mêmes. Si je dois parler d'une belle histoire courte qui nous concerne sur l'open source, bon, il y a beaucoup de belles histoires. Un exemple, c'est une solution dont on avait besoin pour gérer nos emails entrants. On reçoit plusieurs dizaines de milliers de mails par jour. On a essayé plein de trucs pour essayer de savoir à qui s'adressait le mail, parce que bon, évidemment, il y a 45 adresses, mais quand vous avez 20 cm d'eau dans votre cuisine, vous ne cherchez pas la bonne adresse, dégâts des eaux, etc. Vous envoyez à Maïf, et nous, notre objectif, c'est de pouvoir y répondre le plus rapidement possible. Donc, on a essayé des solutions open source qui étaient généralement plutôt anglophones. On a essayé des trucs un peu maison, louches, qui étaient un peu simplistes, qui n'étaient pas forcément des bonnes solutions. On a essayé de travailler avec des éditeurs, comme tu le disais, boîte noire,
on s'est retrouvé avec des solutions qui n'étaient pas, enfin des résultats qui n'étaient pas terribles et en plus des coûts qui étaient quand même, enfin des coûts projetés, hein, parce que forcément vu qu'on a essayé, ça ne nous a pas coûté très cher, mais voilà. Et au niveau du Data Lab Maïf, l'équipe s'est dit pourquoi on n'essaierait pas un truc à base de machine learning, etc. Ça a créé un projet qui s'appelle Mélusine, qui est maintenant open source. Grâce à Mélusine, on route correctement 99% de nos emails au bon destinataire. Pas idiot, mais c'est quand même voilà. Et surtout, on a réduit de 50% notre temps de réponse aux sociétaires. C'est ça qui est important. C'est bien un humain qui gère votre mail, c'est juste que le mail lui arrive plus vite et donc il est plus efficace. Et ça, pour moi, c'est un vrai symbole, une vraie réussite de ce qu'on peut faire avec l'open source et du fait que ça puisse bénéficier à d'autres. Voilà. Très bien, merci. Moi, donc, j'ai aussi, c'est ce que je vous avais dit quand on avait préparé, j'ai bien envie d'y être parce que je pense qu'on va passer un bon moment et je pense qu'on a vraiment passé un bon moment et j'espère que vous aussi. Moi, ce que je dirais, c'est adopter un hacker. C'est toujours bien d'avoir un hacker parce que c'est cool. Il faut, voilà, Ouais, ça permet de réfléchir, de sortir un peu du cadre, etc. Donc, n'hésitez pas. Tu parlais aussi, en conclusion, j'aimerais bien citer ça, c'est que finalement toutes les entreprises passent un peu par les mêmes étapes. Donc, il y a l'étape d'utilisation de l'open source, l'étape de contribution de l'open source. Moi, un truc sur lequel je pense qu'en France et en Europe globalement, on est un peu en retard, mais j'espère qu'on va savoir très rapidement rattraper ce retard. C'est qu'aujourd'hui, on n'est pas encore à utiliser l'open source comme vecteur de leadership pour projeter nos technologies. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait et il y a beaucoup de solutions, que ce soit des solutions IoT au SIDO, que ce soit des solutions IT dans ce que vous avez présenté, etc. Je pense que cette idée de projeter aussi ces technologies du coup en open source, potentiellement à l'international, c'est quelque chose qui est important. Il ne faut pas qu'on soit trop... les Européens, on a tendance un peu, et les Français en particulier, à être un peu timides parfois. On est souvent content quand on a fait les trucs, mais on est un peu timide. Chose que les Anglo-Saxons, ils n'ont pas du tout, quoi. Et je pense que ça leur fait un peu un avantage là-dessus, mais il faut qu'on travaille à ça. Et puis mon dernier truc, c'est pour lier avec ce que tu disais sur les enfants. Je sais que tu as des stagiaires de 3e qui viennent dans ton observatoire et tout ça. Et moi, un de mes rêves, c'est que on arrive, et là je pense qu'on en est très 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 loin, c'est qu'on arrive à ce que les étudiants en informatique, quand ils sortent de leurs études, ils aient au moins une fois dans leur cursus fait une contribution concrète à un projet open source. Je pense qu'on leur demande à tous de passer le TOEIC et d'avoir un score qui n'est pas non plus... en général, on ne leur demande pas des scores énormes, mais c'est pour moi, c'est la même idée, quoi. On sait que quand on fait de l'informatique, il faut savoir lire et écrire un peu d'anglais. Et je pense qu'aujourd'hui, en 2021 et pour les décennies à venir, il faut savoir faire comprendre et faire de l'open source. Voilà. Et je conclurai là-dessus. Merci à vous. Alors après, est-ce que vous mesurez le ROI que représente l'open source ou c'est pas du tout la question? Parfois c'est un peu tabou de parler d'argent quand on parle d'open source. Non, c'est tabou en France, beaucoup, mais pas au niveau des Anglo. L'année dernière, il y a 2 ans, je pense que pour POS, on avait fait un gros retour justement sur ce que rapporte l'open source. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais... Il y a des chiffres dans l'étude de la Commission européenne qui a été publiée et qu'on a mentionné à Open Source Experience plusieurs fois là. Et en fait, les chiffres en termes économiques par rapport à l'open source sont assez énormes. C'est-à-dire qu'au niveau européen, on estime que si les entreprises participer un peu plus à l'open source, il y a des gains potentiels
de PIB qui sont assez énormes. Après, le ROI sur un projet bien particulier, il y a des cas où ça va être évident. Je pense, Postgres, tu vas me dire que c'est évident. Mais d'autant plus au fur et à mesure que Oracle va augmenter ses tarifs, j'ai envie de dire. En fait, le travail, mais en fait, c'est un travail qu'il faut faire. C'est-à-dire que, parce que moi finalement, j'ai jamais eu autant plus d'écoute que je suis arrivé à la direction financière, ça n'a rien à voir quelque part. Mais bon, il faut effectivement parler chiffres, parce que qu'on le veuille ou non, c'est par là que c'est piloté, quoi. En plus du ROI, on commence à faire dans l'effort ce qu'on appelle les coûts évités. C'est-à-dire, combien ça nous aurait coûté si on avait dû passer par tel ou tel éditeur, tel ou tel équipement? Et donc ces coûts évités-là, malheureusement, dans l'administration, c'est un peu transparent. C'est un ancien serviteur de l'État qui le dit, pour avoir été fonctionnaire en 6 ans. Et je peux vous dire que j'ai fait économiser à l'État beaucoup d'argent, sauf que c'est jamais chiffré, c'est jamais mis sur la table, c'est jamais documenté. Et donc c'est hyper important, en plus du ROI, d'afficher aussi ces fameux coûts évités. Donc, je pense qu'on doit y aller parce que la salle est prise après. Ouais, mais les deux messieurs là sont sur le stand du TOSIT qui est tout au bout. À 20. Et moi, vous pouvez me trouver sur le stand de la Fondation Eclipse. Et toi, Et moi, je serai un peu partout. Merci de votre accueil.